Bienvenue sur le deuxième épisode de notre grande série consacrée à l'aliasing. On n'est pas au bout de nos aventures. Non. Et pour ce deuxième épisode, on va commencer par prolonger une chose qu'on avait commencé à faire l'année dernière, mais on n'avait pas été... Enfin, On n'avait pas été jusqu'au bout. C'est surtout qu'on ne comprenait pas pourquoi on comprenait pas, mais ça marchait. entre-temps, Ouais, on mais a compris bien. des choses. C'est ça. On va mettre une sinusoïde qui va monter de Voilà, 20 à... qui va faire un sweep, donc qui va nous permettre de visualiser toutes les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz, qui nous permettra de visuellement voir ce qui se passe lorsqu'il y a de l'aliasing. Donc je vais aller de... Je vais pas pouvoir alors, faire 20 000, mais je peux aller de 10 à 2000. C'est bien. Ouais, de toute manière, l'idée c'était qu'on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à 20 000 parce que on va rééchantillonner à une fréquence bien inférieure à 44 kHz. Ouais, c'est sûr. On va rééchantillonner à un truc du style 1000 Hz, donc 1 kHz, et donc du coup ça va aliaser à 500 Hz. T'as dit 1000 Hz Là tu l'as fait à sweeper jusqu'à combien? J'ai fait sweeper jusqu'à 2000. Ok. Donc je le mets à 1000 à mi-parcours. Ah, ça va pas être à mi-parcours parce que lui il est sûrement un peu... Ouais, ça va être... Ça va commencer à aliaser Je peux- à 500 Hz si tu rééchantillonnes à 1000 Hz, puisque c'est la fréquence de Nyquist, c'est la moitié de la fréquence Ah oui, oui, oui. d'échantillonnage. Mais en plus de ça, ce slider là, il est pas linéaire. Enfin, c'est-à-dire... Il n'est pas linéaire en fréquence. Ouais, il est pas linéaire en fréquence. Mais je pense que là, ça va... Bon, ça va... Allez. Attends, comment est-ce qu'il faudrait que je le mette? On voudrait que ça aliase, t'as dit, à 500 Hz. Enfin, ça va commencer vers 500 Hz. C'est ça. Donc là, c'est à peu près au milieu. Ouais, voilà. Là, c'est clair. Hein, C'est vraiment bien, très c'est bien. Alors Et maintenant, mais- il faut le visualiser. Ouais, mais attends, parce que là, je voudrais faire 4 versions. Ah. Une comme ça, Ah, d'accord. une avec un filtre pré, donc c'est ce que t'appelles toi filtre de... Il y en a un que t'appelles des fois Ah oui, de reconstruction Oui, c'est ça. et échantillonnage. C'est le filtre pré, c'est le filtre d'échantillonnage, et le filtre post, c'est le filtre de reconstruction. C'est ça. Alors, le filtre d'échantillonnage, je l'active. Ok. Ensuite, j'active que le filtre de reconstruction. D'accord. Et ensuite, j'active les deux. Ben, je laisse celui-là où il est. Et je réactive le pré. Voilà. Je vais les exporter direct et puis on les visualisera avec... c'est bien. Oui, c'est bien. Donc le premier, il est là. Tiens, j'ai pas mis la version juste... Ouais, mais je veux dire, tu vois, pour info, Oui, quoi. oui, d'accord. Ok. C'est ça. C'est ce qui représente le signal continu, en fait. Nous, notre Nyquist, il est là. Enfin, j'ai mis 2000. J'ai mis 2000 de rééchantillonnage. Alors, dans notre Nyquist, il est à 1000. Mais donc, il est à 1000 ici. C'est ça. Hop. Alors là, la première... Bon, j'espère qu'on entend. Ouais, on entend. Ça, c'est tel quel. C'est le signal source. Ensuite, ça, c'est celui qui n'a aucun filtre, ni de reconstruction, ni d'échantillonnage. Ouais. Donc, non seulement ça rebondit, enfin... Et on note que le signal d'origine, qui est ce signal-là, est toujours présent à l'intérieur. Ouais, il est toujours là. Mais il y a des artefacts dans tous les sens. Ouais. Là, on voit que... Enfin, en fait, il y a un... Ça qui doit correspondre à 1000, enfin, à 1000 moins la fréquence de base, je suppose, qu'il C'est descend. ça. Qui ensuite rebondit et remonte. C'est ça. Et il y a 1000 plus... En fait, il y a 1000 moins et 1000 plus mélangés. Ouais. Qui chacun rebondissent. Il y en a... Enfin, je sais pas si on a le temps de les voir. C'est pas qu'ils rebondissent, c'est qu'en fait... là, tu vois que les fréquences positives. Mais si tu imagines qu'en réalité, c'est symétrique, tu as également des fréquences négatives. Ouais. Et donc, en fait, ce que tu vois comme un rebond, c'est en fait le signal qui vient des fréquences négatives
qui passe en positif. C'est-à-dire, si tu regardes à cet endroit-là, merde. Si tu regardes à cet endroit-là, en considérant qu'au lieu de regarder la base, tu regardes cet axe-là, tu as l'impression que tu as une fréquence qui descend et qui rebondit là. Mais en fait, c'est juste que c'est la fréquence qui était négative qui passe en positif. C'est pas très facile à voir parce que là, tu es sur une échelle qui est logarithmique. Mais si tu étais sur une échelle linéaire, ce serait plus visible. C'est bizarre vu comme ça. Mais... Grosso modo, c'est la même chose à plein d'échelles différentes. C'est toujours la même chose qui se passe. Et donc... un petit quadrillage quoi. Attends, remets-le en complètement... Ça, non, en logarithmique. Logarithmique. Comme tu étais au début, parce que c'était juste pour ouais. l'exemple, mais il vaut mieux, c'est quand même plus parlant. Alors, c'est pas encore très droit à gauche. Je crois que tu peux tu le veux mettre encore mettre un peu. plus. Ouais, comme ça. Je peux pas faire plus. Mais oui, c'est comme ça, c'est bien. Celui-là, c'est celui sur lequel on a activé un filtre d'échantillonnage. C'est ça. C'est-à-dire que la fréquence de base, elle monte une fois qu'elle dépasse Nyquist, mais le filtre, il est donc à 1000, il n'y a plus rien. Donc il reconstruit rien parce qu'il entend rien et il reconstruit rien, quoi. C'est ça. Là, j'avais mis uniquement le filtre de reconstruction. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir le signal qui va rentrer dans le rééchantillonneur sans être filtré. Et donc, du coup, c'est là que tu as vraiment l'effet d'aliasing qu'on constate lorsque on rééchantillonne à des fréquences normales. C'est-à-dire quand, par exemple, tu vas passer de 48 kHz à 44 kHz ou des choses comme ça. Parce qu'en réalité, toute la zone qui se trouve au-dessus de ça, c'est des choses qui sont inaudibles pour l'être humain. Toute la zone... en imaginant qu'on est 44 voilà. à la place de 1000. Là, actuellement, pour travailler, on a échantillonné à 2 kHz. Mais si on échantillonnait aux alentours de 40 kHz, toute cette zone-là, c'est une zone qui se retrouve au-dessus de 20 kHz et qui est donc inaudible pour l'oreille humaine. Et donc, du coup, les effets d'échantillonnage habituels qu'on rencontre avec des fréquences d'échantillonnage classiques, c'est uniquement cette partie-là. Et donc, du coup, c'est là qu'on a cette impression de rebond de la fréquence qui, lorsqu'elle devrait disparaître parce qu'elle passe au-dessus de Nyquist, elle rebondit, elle redescend vers le bas. Qui est en réalité juste une branche de cette fréquence-là, qui est une fréquence inaudible pour l'oreille humaine et qui redescend. Et donc, du coup, ça, c'est l'effet qui est habituellement audible lorsque tu travailles dans des fréquences normales. Ce sont des fréquences qui sont aux alentours de 40 kHz. Il faudrait s'imaginer que si j'ai un signal avec des fréquences inaudibles, elle pourrait finalement créer des fréquences graves que nous, on entendrait une fois qu'on l'aurait échantillonné. Alors, je ne sais pas sous quelle forme serait ce signal à la base. On va dire c'est une bande ou je ne sais pas quoi, un truc pas numérique. On le numérise, mais parce qu'il y a des fréquences très hautes qu'on n'entend pas, ça crée des trucs graves. C'est ça. Et sachant que c'est dû au fait que tu as rééchantillonné le signal sans le filtrer auparavant. Ce qu'on n'avait pas vraiment compris, c'est grosso modo ce filtre de rééchantillonnage fait la même chose que lorsque tu enregistres un son analogique sous forme digitale et qu'ensuite tu le repasses sous forme analogique. Lorsque tu fais ça, tu as une carte son et ta carte son, elle va prendre un signal analogique et elle va l'échantillonner à 44,1 kHz ou 48 kHz. Et donc, du coup, si ce processus d'échantillonnage, tu commences pas par filtrer les fréquences qui sont au-dessus de 24 kHz, donc la fréquence de Nyquist qui correspond à 48 kHz, tu vas obtenir un effet qui est que potentiellement des fréquences inaudibles dans ton signal analogique vont se retrouver en miroir en dessous de la fréquence de Nyquist. Imaginons que par exemple, tu enregistres un son analogique, mais que tu as un truc qui fait un gros sifflement à 30 kHz. Si ça tu l'enregistres dans ta carte son et que ta carte son n'est pas équipée d'un filtre, donc un filtre pré ou filtre d'échantillonnage
Qu'au passage, je suppose que n'importe quelle carte Toutes les cartes son aujourd'hui, sont équipées de ça. Et donc, du coup, pour éviter ce problème d'aliasing, si tu te contentais d'avoir une carte son qui prenait toutes les 48 millièmes de seconde la valeur instantanée de ton signal, et que tu avais un sifflement très aigu à 30 kHz, inaudible pour l'oreille humaine, dans ton signal, ce qui se produirait, c'est que parce que tu échantillonnes à 48 kHz, ton signal qui est à 30 kHz se retrouverait en miroir en dessous de 24 kHz, c'est-à-dire aux alentours de 17-18 kHz, et potentiellement deviendrait audible. C'est une chose qu'on entend peu quand même. Parce qu'en général, le matos qu'on utilise, il filtre tellement systématiquement que... C'est ça. Grosso modo, lorsque tu travailles avec des cartes son normales, on va dire, chaque fois que tu échantillonnes, tu as un filtre au passe-bas qui correspond à, quand tu passes de l'analogique au numérique, un filtre donc d'échantillonnage qui va éliminer toutes les fréquences avant d'échantillonner. Et ensuite, lorsque tu utilises une carte son, les cartes son aussi sont équipées d'un filtre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un filtre de reconstruction ou filtre post, où quand tu vas recréer à partir d'un signal numérique un signal analogique, tu vas après appliquer un filtre à la fréquence de Nyquist. Et donc, ce que ça va faire, c'est que lorsque tu vas appliquer ton filtre de pré-échantillonnage, tu vas obtenir cet effet... alors, attends que je ne me trompe pas. Pré-échantillonnage, ça correspond à... Attends, je me rappelle. Là, on avait mis du post. Là, c'est post, et là, c'est pré. Et là, c'est pré. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce machin où tu vois... Bon, on n'a pas écouté la dernière version. La dernière version, on se doute ce que ça fait. Ouais, on va l'écouter. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait ce... Ah si, parce que je pense que le fil qu'ils utilisent, il est pas parfait. Il est pas ce type... Oui, bien sûr. Et donc, du coup, tu entends un tout petit bout. Ah, on entend un tout petit peu, effectivement. Esthétiquement, je trouve ça génial, d'ailleurs. L'espèce de... Et on peut, d'ailleurs... ils ont rajouté un paramètre, là, il y a quelques années, je sais plus, dans Live. Attends, je vais prendre le dernier. Ça décale de autant d'octaves que le chiffre montre la fréquence de reconstruction. On peut pas aller plus de 4, mais on entend un peu les quelques harmoniques. Sympa. 4 octaves quoi d'harmonique. Voilà. Très bien. Et il y a, alors c'est pas un enregistrement, mais sur, j'essaie de retrouver ça sur Max for Live. Ils ont fait 2 versions du même plugin, une qu'ils ont appelée Naïve et l'autre qu'ils ont appelée Anti-Alias. Ok. Et il y a, c'est-à-dire moi, par exemple, Phasor, c'est un objet qui sert à faire des dancy. Et ils disent, faites attention, n'utilisez pas ça si vous voulez faire des synthés, parce que lui, c'est là que je sais pas exactement comment ils s'y prennent, mais je monte le son. Ça, c'est un Phasor. L'autre, il est éteint. Ouais, c'est aliasé. Voilà, ça fait ça. Et je fais la même chose avec l'autre qu'ils ont appelé anti-aliased. Il n'y a pas toutes ces fréquences parasites. Non. Parce qu'ils ont fait un objet spécial qui donc ne doit pas tout à fait ressembler à une dancy dans les... Parce que je suppose qu'ils appliquent... Ça, grosso modo, ça ressemble, si tu regardes l'effet dans un spectromètre, ça va ressembler à une dancy filtrée. C'est-à-dire que quand tu... Avec des tout petits... Ah oui, si tu regardes dans un analyseur d'ondes, effectivement, tu vas voir que ta dancy va avoir des petites ondelettes à peu près à la fréquence de Nyquist. C'est-à-dire si Comment tu appelais ça d'ailleurs? Il y avait un nom pour ça, wavelet ou je sais pas quoi. Non, ça s'appelle l'effet de Gibbs. Gibbs, ouais. Le phénomène de Gibbs, c'est ce phénomène qui est que lorsque tu prends une onde non bande limitée, enfin qui a une infinité de fréquences, et que tu la limites en fréquence, tu vas systématiquement, lorsque tu as une discontinuité, donc sur les ondes carrées, les ondes denses, tout ça, tu vas toujours avoir ces petites ondes. Et
Et du coup, à l'oreille, si tu regardes dans un analyseur de spectre ou à l'oreille, tu entends pas ces ondes, c'est juste un artefact de l'échantillonnage, en fait. Ouais. Ou du filtrage, pour être exact. Et si donc, au lieu de regarder dans un analyseur d'ondes, tu regardes dans un analyseur de spectre, ton spectre naïf des dents de scie, ce que tu vas voir, c'est des pics donc, aux harmoniques de ta fréquence fondamentale, mais qui vont aller jusqu'à ta fréquence de Nyquist, jusqu'à la droite de ton analyseur de spectre, et qui ensuite vont rebondir, et vont revenir à gauche, et ensuite vont repartir à droite, et vont se mélanger partout au milieu de ton spectre. Je vais le mettre vite fait. Alors c'est juste un EQ, mais on voit quand même des traits là. Ouais. Et c'est pas très facile c'est pas très à parlant, voir. mais en fait si je fais ça là, on va voir qu'elle réapparaît. C'est ça. Alors que l'autre, c'est pas le cas. Ouais. Et l'autre, je vais lui mettre un comme ça aussi. Bon, ça va juste disparaître, hein, c'est facile. Ah, sauf qu'elles apparaissent plus dans... Ah si, on les voit. Donc c'est quelque chose qui se voit mieux dans un meilleur analyseur de spectre, mais grosso modo, ça correspond à un phénomène d'échantillonnage. Pourquoi ? Parce que ton onde, théoriquement, elle est... Cela dit, oui. Pardon, là, il s'agit... Parce que eux, leur dent de scie, c'est pas une dent de scie échantillonnée, c'est une dent de scie théorique. Donc, c'est ça. Ils ont besoin que du filtre de reconstruction. Ils ont besoin que du filtre de... non. Du filtre d'échantillonnage. Justement, oui. Oui, puisque ça devient des samples. Exactement. En fait, lorsque tu parles d'échantillonnage, on a tendance à penser que c'est passer d'une onde analogique qui a été enregistrée par un micro à un son numérique. Et inversement, lorsque tu reconstruis, tu penses que ça sort des haut-parleurs. Mais pas nécessairement. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que tu pars d'une onde qui est définie mathématiquement. Une onde en dents de scie, c'est une onde qui est définie comme ayant une pente qui va monter pendant une certaine durée de temps, et qui ensuite va redescendre et va recommencer, etc. Et cette durée de temps, c'est une durée de temps qui est variable, mais variable de manière continue. Et donc du coup, c'est la même chose lorsque tu vas prendre cette onde-là et que tu vas l'échantillonner, que tu vas la transformer en sample, et tu vas avoir exactement les mêmes problèmes que quand tu enregistres un son analogique avec ton micro. Sauf que tu peux faire la même chose. Non, tu peux pas. Ok. Le truc, c'est que quand tu as le cas d'une carte son où tu captures un son avec le micro, ce que tu fais, c'est que tu filtres. Tu es obligé de filtrer dans le domaine analogique. Parce qu'en fait, il faut filtrer tes fréquences qui sont au-dessus de ta fréquence de Nyquist avant d'échantillonner. Donc, tu commences par appliquer ton filtre, et ton filtre, du coup, c'est un filtre électronique, c'est un filtre analogique. C'est un filtre CRC, c'est ça, exactement. C'est un filtre... Alors, en général, c'est un filtre qui doit être relativement stable, donc c'est un filtre qui est un petit peu plus chiadé que juste un filtre RC, c'est un filtre ladder ou un truc comme ça, comme tu m'as montré. Mais... c'est un filtre analogique. Et ensuite, une fois que tu as filtré ton son avec ce filtre analogique, tu peux échantillonner, ça fonctionne. Là, tu peux pas appliquer un filtre analogique parce que tu travailles dans un domaine numérique déjà. Tu es dans un domaine numérique, mais pas électronique. Et donc, du coup, pour filtrer ce son, il faut le filtrer avec d'autres outils que des composants électroniques. Parce que tout simplement, ton son, il est déjà sous forme numérique, mais il n'est pas échantillonné. Et c'est ça le truc, c'est que une des méthodes qui est conne, et c'est pas comme ça qu'ils font, ce serait de dire ton son, ton onde en dents de scie, tu vas la suréchantillonner énormément, de manière naïve. C'est-à-dire que tu vas l'échantillonner à 300 kHz. Et donc là, tu obtiens un son à 300 kHz échantillonné, discret. Et là, du coup, tu peux appliquer un filtre. Tu appliques un filtre passe-bas dessus, et tu rééchantillonnes ensuite à ta fréquence de travail qui est 48 kHz. Et ça fonctionne. Mais c'est beaucoup de travail pour rien, parce que échantillonner un filtre, suréchantillonner à 10 fois, ou 16 fois, ou 30 fois, ou 100 fois, ça fait qu'il faut gérer 100 fois plus de samples. Oui, c'est-à-dire que, admettons que là, donc on est bien d'accord que eux ils ont cet objet phaser, mais qui sert d'habitude plutôt à gérer des données qu'à...
ils conseillent pas de l'utiliser pour la Pour le raison son. qu'on vient de voir. Oui. Et ils ont cet objet SAW qui lui est anti-aliasing. Mhm. Et moi, je pourrais me dire un peu naïvement, si je voulais utiliser phaser, je fais phaser et après je mettrais un low pass derrière. Ouais. Mais j'imagine que ce câble-là, Ouais. jaune et noir, il contient déjà des données échantillonnées à 40, enfin à la Exactement. fréquence. Et donc je pourrais pas faire ça parce Ça- qu'il y aurait déjà des. Parce que tu aurais déjà introduit les artefacts d'aliasing Ouais. dans ton système. Si tu avais la possibilité, à Max, de De lui sur- dire de- ouais. suréchantillonner Ouais. à cet endroit-là 100 fois, donc de le passer de 40 kHz à 4 MHz, et ensuite tu appliques un phaser, et ensuite tu repasses à 40 kHz, là ça fonctionnerait. Mais alors, question compliquée, mais comment tu crois qu'ils ont fait ça? Alors, comment ils ont fait ça? La méthode la plus classique pour faire ça, c'est ce qu'on appelle des BLEP. Les BLEP, ça veut dire Ah oui, band limited. Band Limited Steps. L'idée, c'est que tu vas précalculer un filtre à ta fréquence de Nyquist, c'est-à-dire, on va dire 20 kHz, sur une discontinuité. Parce qu'en fait, les problèmes que tu as lorsque tu génères des ondes carrées ou des ondes en dents de scie ou des ondes synthétiques comme ça, c'est systématiquement lorsque tu as une discontinuité. Parce que c'est là que tu as des fréquences infinies. Quand tu as une discontinuité va toujours Oui. générer une infinité de Oui, fréquences. c'est comme une espèce de mini pulse qui serait. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, le principe du BLEP, c'est de dire, tu vas prendre une marche. Tu vas dire, la marche de base, c'est celle qui passe de 0 à 1 au temps 0. Tiens, attends, tout en parlant, j'en profite parce que tu m'avais envoyé une fois un site. Bleb, je sais pas si je le. Ça, Ouais, mais je me souviens que j'avais un peu digué le truc et je sais plus, il y avait des choses par là. Bon, Ouais, bref, c'est bon, en tout cas, c'est. En tout cas, ce que tu vois là, c'est le phénomène de Gibbs. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu obtiens lorsque tu échantillonnes une onde carrée à n'importe quelle fréquence. Grosso modo, ça va toujours faire ça. Oui, ça là, hein, ça c'est le phénomène de Gibbs, c'est ça. ici. D'ailleurs, comment ça se fait que ça en fait avant le. Est-ce que. Ah, ça c'est une question de phase. Là, ils ont utilisé un filtre de passe-bas. Donc un filtre brick wall, un filtre qui va conserver toutes les fréquences à l'identique jusqu'à la fréquence de Nyquist et qui va couper toutes les fréquences au-dessus de la fréquence de Nyquist. Mais ils ont utilisé un filtre qui est un filtre à phase linéaire. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, un filtre à phase linéaire, ça induit toujours du pré-ringing, c'est-à-dire que tu vas avoir le phénomène de Gibbs qui va commencer avant la marche et qui va être maximum à l'endroit de la marche et qui va ensuite s'atténuer après la marche. Ouais. Sinon, avec un filtre phase, on va dire minimum, là, phase ça serait, minimum, ben du coup, ça ferait juste ça. ça ferait et puis juste après, du post-ringing, Ouais, grosso modo. post-ringing. C'est ça. Ça, Ok, ouais. ça a d'autres. Et donc, ouais, je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu parlais de ça en fait. Hein, je parlais de ça. Ça, c'est la méthode la plus classique pour faire de la synthèse d'ondes discontinues, donc ondes carrées, ondes triangulaires, ondes en si, tout ce qui a une discontinuité, sans introduire d'aliasing. Et en fait, l'idée, c'est que grosso modo, tu vas précalculer cette petite fonction-là qui va se reproduire à l'identique à toutes les marches. Tu vas la précalculer pour une marche. Donc, par exemple, tu vas prendre une marche qui correspond à ce moment où tu passes de 0 à 1. Et tu vas calculer la forme d'onde, mais tu vas la calculer à une très haute fréquence. Tu vas la calculer à 1 MHz ou 2 ou 3 MHz. Enfin, tu vas la suréchantillonner. Mais en mode lookup, lookup table. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Là, c'est ce qu'il fait. C'est comme ça que ça marche. Ok. Et en fait, une fois que tu as précalculé cette forme d'onde, à chaque fois que tu as une marche, tu vas la réappliquer. Mais du coup, comme tu l'as calculé à, on va dire, tu l'as suréchantillonné 100 fois, donc à 4 MHz, ça veut dire que à chaque fois que tu vas l'appliquer sur ta forme d'onde, tu vas simplement prendre un sample sur 100, grosso modo. Mais ce qui est très important, c'est que c'est ce qui va te permettre de reproduire le positionnement
le positionnement plus précisément qu'un sample. Parce que ce problème que tu as avec l'onde carrée, par exemple, ne s'introduit que lorsque ta discontinuité, elle n'est pas exactement à la frontière d'un sample. Oui, si c'était pile synchro. Si à chaque fois c'était ouais. pile synchro à ta fréquence d'échantillonnage, tu n'aurais jamais de problème. Ouais. Le souci, c'est que c'est jamais le cas. Parce que ta forme d'onde, elle va avoir n'importe quelle fréquence. Tu te retrouves avec cette discontinuité qui tombe pas pile sur une fréquence d'échantillonnage. Et donc ce que tu fais, c'est que qui tombe pas pile sur une frontière de sample. Donc ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as précalculé ta forme d'onde, le BLEP, donc le Band Limited Step, tu vas le rééchantillonner. Donc à chaque fois que tu vas calculer un nouveau sample de ton son final, tu vas aller prendre dans ta lookup table un sample sur 100, mais décalé en phase pour que ta marge d'escalier soit exactement au bon endroit, grosso modo. Pourquoi décaler en phase ? Parce que cette marche-là, si tu la regardes dans le temps en absolu, elle peut tomber pile à la fréquence entre deux de tes samples, mais elle peut aussi tomber pile poil au milieu, ou être légèrement décalée à gauche, ou légèrement décalée à droite. Et ça veut dire que quand tu vas échantillonner ta fonction précalculée, tu vas être obligé de décaler la phase de ton échantillonnage. Ouais. Si tu regardes bien cette fonction-là, et tu t'aperçois qu'elle vaut 0, tu vois, c'est une petite oscillation, d'accord ? Et si tu regardes exactement le moment où elle croise 0, c'est à la fréquence de Nyquist. Oui. Ouais. Donc, si tu as de la chance et que quand tu génères ton onde sonore, la marche de ton onde carrée correspond exactement à la fréquence d'un sample. Donc ça fait un bras carré parce que ça... Voilà. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu vas échantillonner ta fréquence ta fonction, ta forme d'onde précalculée exactement à chaque fois là où elle vaut 0. Tac, 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 là ça vaut 0, 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 et la fois d'après ça vaut 1. Et ensuite 1, 1, 1, 1, 1. Et ta forme d'onde finale, ça va faire exactement 0, 0, 0, toc, ça passe à 1, 1, 1, 1. Et ça, c'est parce que tu as eu la chance et que ta marge d'escalier est exactement au bon endroit. Si ta marge d'escalier, elle n'est pas exactement au bon endroit, donc elle est entre deux samples, à ce moment-là, eh ben, c'est là que tu vas échantillonner ton blep avec une phase différente. C'est pour ça que tu as besoin avec une phase, en fait, c'est juste avec une... c'est normal, quoi. Avec une fréquence différente, donc les pas tombent... Les pas vont se décaler. Les pas vont toujours être... Ils vont pas tomber sur 0, ils vont tomber sur 1. Voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, le principe général, c'est de dire ça. Tu vas précalculer cette forme d'onde, donc de là jusque là, qui va commencer à très peu... Là, on ne voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Tu vas précalculer ça suréchantillonné. Il me semble que là-dessus, il y avait des visus un peu plus... Ce que je veux dire, c'est que là, tu vois que ça, c'est ta forme d'onde finale, parce que tu vois que l'oscillation ici correspond à la fréquence de Nyquist. Si tu regardais dans ton blep, si tu avais suréchantillonné ton blep 100 fois, en fait, une période durait 100 samples. Oui, en fait, là, il y aurait, c'est-à-dire le pré-ringing, il aurait la même forme à peu près, sauf qu'il y aurait 10 fois plus ou 100 fois plus de samples pour une période. Et ensuite, une fois que tu as précalculé cette forme d'onde, changer le point que tu vas prendre dedans, c'est trivial. Il suffit de décaler ce que tu vas lire dans ta lookup table, et du coup, c'est facile. Donc, c'est la méthode la plus classique pour faire de la synthèse bande limitée. C'est drôle, c'est un peu du sampling en fait quand même. C'est un peu du suréchantillonnage, sauf que voilà, il y a cette histoire de dire que de toute manière, comme on s'est rendu compte que lorsqu'il y a une discontinuité, l'effet d'un filtre passe-bas est toujours le même, c'est de transformer une discontinuité propre en un truc avec ces petits phénomènes de Gibbs, ces petites ondelettes. Et bien tu précalcules les ondelettes et ensuite tu régénères ton onde finale. À chaque fois que tu as une marche, tu vas prendre une copie de ta fonction précalculée et tu vas appliquer cette fonction à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup,
lorsque tu as une forme d'onde, lorsque tu as par exemple une onde carrée qui a très basse fréquence, eh ben, tu vas avoir un gros palier qui va être plat, où tu n'auras pas de problème. Ouais. Et puis, tu vas avoir une marche qui va arriver. Et au moment où tu vas arriver à la marche, eh ben, du coup, il va falloir introduire ton blep pour transformer ton onde carrée en onde avec les petites ondelettes. Ouais. Et puis, une fois que tu repasses sur une surface plane, eh ben, tu n'as plus besoin du blep. Ouais. Théoriquement, le blep, sa taille est infinie. Au bout d'un moment, c'est tellement petit que c'est plus important. Tu crois que pour optimiser, ils le font pas tout le temps parce qu'il y a pas. Tu es plus ou moins obligé de le faire. Ah ouais. Mais tu es quand même obligé d'avoir une certaine taille. Ouais. Et si tu commences à monter la fréquence, ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir le blep correspondant à, par exemple, ta marche descendante et celui correspondant à ta marche montante qui vont se superposer. Ah, tu veux dire Le blep, il Oui. commence avant la marche et il finit après la marche. Oui. Si tu rapproches trop tes marches, Si c'est très grosse fréquence, c'est ça. c'est donc ça. fait Si tu plein de montes la petits fréquence, tu Ouais. diminues la distance entre tes marches et donc tes bleps, ils vont se mettre à se superposer. blocs. Et si tu continues à monter ta fréquence, c'est Ce tout serait à dans fait... le cas où le pré-ringing il est tellement long qu'il y a le post-ringing C'est ça. d'un truc qui se Absolument. passe sur Ok, je vois. Ouais. Mais tu peux tout à fait imaginer, en fonction de la taille de ton blep, parce que ça c'est un paramètre, c'est la fonction de windowing de ton blep, grosso modo, qui permet de définir la taille que tu vas spécifier et qui permet après de définir les caractéristiques de ton filtre. Grosso modo, plus tu veux un filtre steep, un filtre de passe-bas steep qui va arrêter tes fréquences, plus tu es obligé d'avoir un blep qui est large. D'accord. C'est le principe du filtrage FIR. Si tu veux avoir un filtre FIR qui est extrêmement steep, tu es obligé d'avoir un kernel qui est très grand. Attends. Si tu veux un filtre FIR qui est steep. Ah oui, puisque c'est comme si tu devais faire une transformée de Fourier avec plein de petits. Avec plein de fréquences, en divisant par plein de fréquences, et donc tu fais une grande fenêtre. C'est ça. Ça Tu es obligé d'avoir un très grand kernel. Kernel. Et du coup, ce qui se produit, c'est que lorsque tu as une fonction de génération comme ça avec des bleps, tu as toujours une liste de bleps qui sont couramment actifs. Et si tu es en train de générer une fonction qui est très aiguë, enfin qui, par exemple, une forme d'onde carrée qui est très très aiguë, c'est tout à fait possible qu'à un moment donné, lorsque tu dois échantillonner le sample suivant, tu aies 3, 4, 5 bleps actifs qui correspondent aux marches qui sont avant et une après. Une sorte de liste dynamique des bleps qui peut s'augmenter, se réduire. En fonction de la fréquence de ton... Tu es plus ou moins obligé de faire comme ça parce que ce qu'il faut voir, on ne le voit pas très très bien là-dessus. Mais si tu prends cette onde carrée qui correspond à une certaine fréquence et que tu divises la fréquence par 4, et ben au lieu d'avoir 4 marches, tu vas en avoir une seule, mais la forme du phénomène de Gibbs ici ne va pas changer. Parce que ça correspond toujours à ta fréquence de Nyquist, qui elle est fixe. Et donc du coup, si tu considères que ton blep, il doit faire à peu près, on peut pas faire un carré, mais qui correspond à peu près à cet intervalle entre là et là, si tu multiplie ta fréquence par 4, et ben du coup tu vas avoir 4 bleps qui vont se superposer les uns aux autres, et du coup c'est comme ça que tu fais. C'est pas très très compliqué au final, c'est simplement que tu dois juste dire à chaque fois que j'ai une nouvelle marche, j'introduis un nouveau blep qui va durer une certaine durée, et si j'ai plusieurs marches pendant la durée du premier blep, c'est juste que le premier blep il doit durer jusqu'à la fin, et une fois que tu as dépassé sa taille, tu l'enlèves, mais tu continues à jouer les autres. C'est relativement facile à faire. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que ce que moi j'avais fait, qui correspondait à qui correspondait au final à la même chose, mais de manière beaucoup moins évidente. Moi, j'avais fait ça de manière théorique dans le domaine des fréquences, et du coup, je calculais des intégrales symboliques
Puis au final, ça revient exactement au même, c'est beaucoup plus simple de comprendre comme ça. Donc, Dans si vous avez quel, besoin- dans quel, Lorsque cadre j'avais ça fait, la première fois que j'avais fait de la génération de son justement comme Ouais. ça, c'est-à-dire c'était ce que j'avais implémenté dans Stacy d'ailleurs. Euh, C'était les histoires de polynomial segment stream. alors ça ça c'est ça. J'avais commencé à réfléchir à ça avant les Polynomial Segment Streams, mais l'idée c'était la même chose, c'était comment faire pour générer des ondes qui ont des discontinuités dans le domaine continu, pour pouvoir les échantillonner sans aliasing. Et en réalité, je faisais la même chose mais à l'envers. Sauf que c'était beaucoup plus dur à comprendre. Ensuite, j'ai découvert les bleps, je me suis rendu compte qu'en fait les bleps c'est la même chose et c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est simplement que tu précalcules Ouais. une marche. Et à chaque C'est fois que tu as drôle besoin parce d'une que- marche, tu la remets. Oh, je lis pas précisément là, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse de lookup ou que ce soit, non. Tu crois pas qu'il les Non. calcule à Je pense qu'il est obligé de faire. t au carré plus Ouais. t plus. Je suis pas très sûr de ce C'est qu'il est bizarre, en train ouais. de faire. Je sais pas, ouais. Bon, le principe, Mais en je tout cas, comprends- c'est je sinus comprends à peu cardinal près. que tu ajoutes à. bah, je crois, puisque si ma mémoire est bonne, le. Alors attends. Je suis pas sûr, il faudrait que j'y réfléchisse. Peut-être que tu n'es pas obligé de la précalculer, peut-être que tu peux la calculer en temps réel, mais honnêtement, moi j'étais obligé de le précalculer parce que c'était une fonction qui était. J'étais obligé de la calculer numériquement, j'étais obligé de faire des intégrations numériques. Et donc c'était des choses que je pouvais pas faire en temps réel. J'étais obligé de précalculer. Je précalculais une première version, ensuite je l'intégrais, je faisais une deuxième version, puis une troisième version, et puis après j'utilisais tout ça. Mais dans le fond, tu dis que c'est juste le carré absolu plus un sync dans le cadre du carré. Ben, je crois que c'est pas impossible. C'est à vérifier. Le truc, c'est que le sync, c'est la transformée de Fourier d'un pulse. Ouais. Appliquer un filtre passe-basse et multiplier par un pulse dans l'espace des fréquences. Donc, ça veut dire qu'en théorie, ça correspond à faire une convolution avec un sync. Et en l'occurrence, non, ça, du coup, c'est la convolution avec un sync. C'est-à-dire que ça devrait être l'intégrale d'un sync. Mais du coup, est-ce que l'intégrale d'un sync, c'est une fonction qui peut se calculer directement ou est-ce que tu es obligé de la précalculer? Ah oui, tu veux dire la résultante finale là, Ouais. c'est l'intégrale d'un sync? C'est l'intégrale d'un sync, à mon avis. Il faudrait le faire sur papier, mais grosso modo, c'est ça. Donc le sync, c'est très facile, c'est sinus x sur x. L'intégrale d'un sync, c'est probablement quelque chose qu'il faut précalculer. Honnêtement, je ne le comprends pas sans code. Hein, mais Non, ouais. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais il faudrait prendre le temps de le ça n'a pas l'air très compliqué, sauf que je comprends rien. Je comprends pas pourquoi t carré plus 2t plus 1, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Je sais pas. Enfin bon. Ouais, on regardera ça. Bon, Ok. on a fait une grosse tangente sur les Ouais, bleps c'est et bien. on va peut-être parce que c'est la méthode la plus efficace qui a été inventée pour la NES. Parce que clairement, on voulait avoir le son de la NES en émulation qui sonne pas comme de la merde. Et donc, du coup, bah, Ouais, c'est vrai que cet article-là, il était appliqué à la NES. c'est ça. Ça vient d'un article, pour le coup, scientifique qui parlait d'un autre truc qui s'appelle des blitz. Les blitz, c'est des bandes limited impulse train. Et plutôt que d'être des marches d'escalier qui sont filtrées, c'est des séries de pulses qui sont filtrées. Mais grosso modo, c'est la même chose parce que si tu fais l'intégrale des pulses, tu obtiens un escalier. Et donc, c'est pas un escalier qui fait des allers-retours, c'est un escalier qui monte tout le temps, mais grosso modo, c'est la même chose. Tu obtiens la même forme d'onde en fait à chaque marche. Donc, grosso modo, c'est à peu près la même chose, modulo une intégration. Mais c'est plus efficace pour les ondes de la NES, qui sont toutes des ondes en escalier, y compris les ondes triangulaires. Oui, c'est Les ondes triangulaires sont également des ondes en escalier sur la NES. C'est normal. C'est joli ça.
ces phénomènes d'aliasing, lorsque tu as une discontinuité, ça se produit bien sûr quand tu as une discontinuité de premier ordre, c'est-à-dire quand tu as ta fonction qui passe d'une valeur à une autre valeur instantanément, mais ça se produit également lorsque tu as des discontinuités d'ordre supérieur. C'est-à-dire si tu prends une onde triangulaire théorique propre, pas comme la NES, mais une vraie onde triangulaire, elle n'a pas de discontinuité de premier ordre. Tu vas avoir une pente qui monte, et puis ensuite, une fois qu'elle a fini de monter, elle va se mettre à descendre. Mais elle ne va jamais sauter d'une valeur à l'autre. Par contre, si tu prends la dérivée de cette fonction, là, tu vas avoir une discontinuité. C'est un carré, en fait. C'est ça, exactement. Lorsque tu fais la dérivée d'une onde triangulaire, tu obtiens une onde carrée. Et donc, du coup, ça va également introduire le fait que tu as une discontinuité, non pas dans la fonction, mais dans la dérivée de la fonction, ça va quand même introduire de l'aliasing. Et donc c'est intéressant parce que lorsque tu veux générer par exemple des ondes triangulaires sans aliasing du tout, tu es obligé de faire la même chose que les bleps, mais du coup avec une autre forme d'onde. Tu auras un blep qui va être le filtrage d'une discontinuité de premier ordre, donc une marche, et tu auras un deuxième blep qui sera la version filtrée d'une discontinuité de deuxième ordre, c'est-à-dire non pas une discontinuité dans la fonction, mais dans la dérivée de la fonction. Et tu peux aller encore plus loin. Bon, ensuite, c'est pas très très utile, parce que quand tu commences à avoir des discontinuités d'ordre 3, 4, 5, 6, ça introduit des artefacts qui sont tellement infimes que tu les entends plus. Mais si tu veux faire ça proprement, tu es censé avoir au moins 2 ou 3 bleps qui vont correspondre à discontinuité de premier ordre, de second ordre, de troisième ordre, et à chaque fois que tu as une discontinuité, qu'elle soit dans la fonction ou dans les dérivés de la fonction, et ben, tu es obligé de prendre ton blep correspondant et c'est curieux ça. Ça s'entend, hein, je ne sais pas si tu as dans Max, peut-être que tu as un générateur d'onde triangulaire, non? Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as une version bande limitée Écoute, je sais pas. Moi, je crois que quand j'ai dû faire des triangles sous Max, je faisais des dents de scie que je faisais avec une petite opération pour dire 0,5 moins l'autre moitié de la... Mais ça se trouve, ça existe et je suis pas au courant. T1I, triangle, anti-alias triangle oscillator. Voilà, après, ils l'ont fait aussi. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Non. C'est probablement du code. Ouais, c'est probablement natif. Ça, c'est juste un exemple. Mais donc il y a fréquence, duty cycle. Bon, bah ça c'est des arguments normaux, ouais. Mais... Donc c'est relativement probable, dans la mesure où elle est anti-aliasée, que ils ont implémenté ça avec du coup un blep de second ordre. De second ordre. C'est bizarre qu'il y ait besoin de considérer l'ordre. Enfin, vu que c'est du super sampling, on pourrait se dire juste tu super samples le triangle filtré. Et... C'est le cas, c'est ce que tu fais au final. C'est ce que tu vas faire au final, mais ensuite, lorsque tu vas construire ta fonction, il faut à chaque fois analyser, à chaque fois que tu as une discontinuité, quel est... Alors, tu peux avoir les deux aussi. Tu peux avoir, par exemple, imagine, tu peux avoir une fonction qui va commencer comme une dent de scie, et puis à un moment donné, ça va retomber, mais quand elle retombe, au lieu de continuer à monter, elle va se mettre à descendre. Ouais. Imagine, ça monte, et ensuite ça fait une marche, mais ça descend, puis ensuite ça refait une marche, mais ça monte, et du coup, à cet endroit-là, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir une discontinuité de premier ordre et une discontinuité de deuxième ordre, parce que tu as la pente qui va changer aussi. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut utiliser les deux bleps. Donc, du coup, il faut juste analyser, en fait, à chaque fois que tu as une discontinuité dans ta fonction... Les deux bleps, tu veux dire, il y aurait deux lookup tables en même temps? On ne peut pas en avoir une seule qui ferait les deux? C'est pas vraiment intéressant, parce que de les garder séparés, ça permet de décomposer chaque discontinuité en une composante de premier ordre et une composante de second ordre. La composante de premier ordre, tu pourras la réutiliser pour les ondes carrées, les ondes en dents de scie, etc. La composante de deuxième ordre, tu pourras l'utiliser pour les ondes triangulaires et toutes les autres, voilà. Mais ensuite, à chaque fois que tu as une discontinuité, tu peux prendre... tu n'es pas obligé d'avoir en plus les mêmes valeurs. Tu peux avoir... c'est plus facile d'utiliser
les faire séparément. Tu les précalcules séparément et à chaque discontinuité, tu analyses le type de discontinuité dans la fonction, le type de discontinuité dans la dérivée et tu mixes et matches. Bon, alors c'est quand même quelque chose qui est très appliqué aux ondes mathématiques simples, quoi. Oui. On va pas faire ça pour des trucs samplés. Non. C'est pas fait pour. Clairement pas. Parce que dans la nature, tu n'as pas de discontinuité. Dans la nature, tu n'as que des ondes continues. Ouais, mais tu as quand même des. Enfin, si dans le noise, tu as plein de discontinuités tout le temps, quoi. Pas vraiment. Pas vraiment, ouais, mais... Pas vraiment. Vraiment, les discontinuités, c'est quelque chose qui a un temps infiniment, qui a un temps nul, qui dit entre le moment où ton onde elle vaut 1 et le moment où elle vaut 0, il y a un temps nul. Ça, c'est quelque chose qui se produit pas dans la nature. Donc non, c'est plus quelque chose que tu utilises pour modéliser pour échantillonner des ondes théoriques. C'est ça, des ondes qui sont du coup définies par morceaux. Ouais, super. C'est cool, on est cool là. On est cool, on est parti complètement. Ouais, non, mais c'est bien, ça faisait partie du sujet. Ouais, on peut les briques de château, moi j'aime bien parler de ça, tu sais. Tout à fait. Parce que la dernière fois c'est ça, on a fait des démos mais très théoriques d'images. Avec un truc qu'on a fait sous Photoshop ou je sais plus quoi, mais je me rappelle pas exactement ce qu'on avait fait. Mais en tout cas, garder l'ancienne version avant de faire là aussi. J'avais trouvé un moment, alors je vais essayer de trouver Castle Castle aliasing, je dirais plutôt. Aliasing, ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont ce problème d'aliasing en photo quand ils prennent des photos de château avec un appareil numérique. C'est ça. C'est très Castle leasing. Castle leasing, alors. Fais voir. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Castle aliasing. Voilà. Très bien. Ça, c'est du château aliasé. Ça, c'est du beau château aliasé, ça. Donc là, et attends, je vais prendre le site parce que je pense qu'il doit avoir montré une comparaison. Donc là, les briques, elles paraissent pas aliasées. Là, elles paraissent clairement aliasées. C'est ça. Parce que la fréquence des capteurs de l'appareil numérique, il est quasi, je vais nous mettre de l'autre côté là, elle doit être très proche, mais pas tout à fait synchro avec celle des briques des châteaux qui ont une fréquence, quoi, enfin plusieurs fréquences même. Et donc, mais là, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir il a un appareil photo qui anti-aliase tout seul la photo, tu crois Non, c'est parce que il dit que la première photo, c'est quelque chose qu'il a obtenu après avoir réduit la taille de l'image. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment l'appareil photo. C'est pas l'appareil photo lui-même qui a créé l'aliasing, c'est lorsqu'il a réduit l'image de l'appareil photo, parce que l'appareil photo lui-même doit être équipé d'un filtre de manière tu crois? Ben en fait, je sais pas, parce que filtrer une image, ça correspond à appliquer un flou dessus. Il y a des filtres, en tout cas de démosaïking, comme on dit, parce que les capteurs, ils sont pas tout carrés, ils sont, je sais pas trop comment, ils ont même peut-être pas il n'y a pas le même nombre de capteurs par couleur ou je sais pas. Donc de toute façon, il doit y avoir une forme de filtrage, mais tu crois que par la même occasion, ils filtrent les hautes fréquences pour pas que ça fasse ça? Ben, honnêtement, je sais pas comment ça marche un capteur. Ce que j'ai tendance à penser, c'est que une première méthode, ça serait de faire une capture d'image anisotropique. C'est-à-dire que au lieu de placer tes capteurs photosensibles sur une grille, tu les places de manière plus ou moins aléatoire. Et donc c'est quelque chose qui permettrait d'éviter ce phénomène d'aliasing. Une deuxième possibilité, c'est que appliquer un filtre sur une image, ça correspond à faire un flou sur cette image. Mais attends, anisotropique, je me souviens qu'on parlait de ça à l'époque, où on parle sûrement toujours de ça, quand les cartes graphiques, elles mettaient des filtres anisotropiques. Absolument. Et je sais plus ce que c'était, j'ai le mot en tête. Mais... c'est pour ça. L'idée, c'est que lorsque tu regardes lorsque tu regardes une texture avec une perspective, tu rééchantillonnes cette texture. Ouais.
ta texture, elle est définie sur une grille, et ensuite tu l'affiches sur l'écran, qui est également une grille. Et donc du coup, quand tu regardes ta texture, ou même quand tu prends ta texture parallèle à l'écran et que tu l'éloignes, que tu la rapproches, tu rééchantillonnes ta texture. Et si tu... du coup, à chaque fois que tu rééchantillonnes, tu as ces problèmes d'aliasing potentiels. Et donc, C'est sur certaines textures plus que d'autres quand même, on va dire. bien sûr. Ouais. Si ta texture Si c'est c'est un damier, voilà, c'est ça. tu vas avoir des problèmes d'aliasing évidents, parce qu'un damier, c'est là où tu as les plus hautes fréquences. Un damier, un pixel blanc, un pixel noir, un pixel blanc, tu as des très hautes fréquences, et donc du coup tu vas avoir des problèmes d'aliasing. Et donc du coup le principe des filtres anisotropiques, ça consiste à dire que plutôt que d'échantillonner ta texture de manière régulière, tu la rééchantillonnes de manière pseudo-aléatoire. Tu introduis une sorte de bruit à l'intérieur de ton bruit échantillonnage. déterministe qui est toujours le même pour toutes les images. Enfin, si c'est ça. Mais qui, en principe, du fait qu'il n'est pas régulier, va casser le problème que tu avais avec ce rééchantillonnage régulier qui introduit l'aliasing. Donc ça, c'est une première possibilité. J'imagine que les appareils photo pourraient faire quelque chose de similaire à un niveau physique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grille où tous les capteurs de lumière sont placés de manière parfaitement régulière, ils pourraient introduire du bruit dans cette grille. Et à ce moment-là, du coup, ça diminuerait énormément le problème d'aliasing. Et une autre possibilité, ça correspondrait à faire un filtre. Et à faire un filtre, ça correspondrait à faire un flou. C'est-à-dire qu'il faudrait simplement... Le problème, c'est qu'un flou qui correspond vraiment à un filtre passe-basse, c'est difficile à faire. Si tu te contentes de faire un flou gaussien, ça va diminuer l'aliasing, mais ça ne va pas l'estomper. Parce qu'un flou gaussien, c'est un filtre qui n'est pas steep du tout. Ça va faire un filtre qui est très très doux. Et donc, non seulement ça va rendre ton image floue, mais en plus, ça ne va pas annuler complètement l'aliasing. Ouais. Mais il y a moyen de faire des filtres plutôt steep, non, pour l'image non ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire alors qu'on peut le faire La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut le faire au niveau de l'objectif d'un appareil photo en physique. physique. Parce qu'il faut le faire avant le capteur. Oui, effectivement, oui. Et ça, je suis pas sûr que ce serait facile, honnêtement. Ah oui, non, il faut le faire avec une espèce de lentille. Avec une lentille super bizarroïde, je suis pas sûr que ce soit très facile. Donc honnêtement, je sais pas très bien. J'aurais tendance à dire que la manière la plus logique d'éviter d'avoir un phénomène d'aliasing sur les appareils photo numériques, ce serait d'avoir des capteurs qui sont anisotropiques. Donc qui sont pas dans une grille, mais qui sont avec du bruit aléatoire, grosso modo. Et je parle pas de bruit aléatoire au niveau de la capture de l'image, je parle de bruit aléatoire dans le placement des pixels sur la grille. Ouais, j'ai compris ça. Bah, je sais en tout cas que, je disais tout à l'heure, je sais qu'ils sont pas aussi grillagés qu'on pourrait le croire à cause de différences de couleurs et tout, mais c'est quand même pas aléatoire, quoi. Enfin, ils ont une organisation, je suppose. Alors j'étais chez quelqu'un qui avait une moustiquaire et au loin il y avait peut-être un immeuble avec des briques et donc ça faisait un effet comme on peut s'y attendre. Mais ah oui, c'est ça qui m'a étonné, c'est que selon si je le regardais d'un œil ou de l'autre, j'avais de l'aliasing ou pas d'aliasing. Alors j'ai attribué ça au fait que je suis myope d'un œil et pas de l'autre. Alors, c'est possible. Mais néanmoins, ce qui était bizarre, c'est que c'était de l'aliasing comme ça. C'est-à-dire c'était de l'aliasing qui faisait une très très grande fréquence. C'est surprenant parce que là, ce qui se passe avec ce château, avec cette photo, c'est que tu as des hautes fréquences qui sont les fréquences des briques, qui se retrouvent mirrorées dans les basses fréquences. Où grosso modo, la période entre une zone sombre et une autre zone sombre, on va dire que c'est une vingtaine de briques. Donc c'est vraiment une très basse fréquence par rapport à la fréquence des briques du château. Donc théoriquement, ça, c'est des informations dans l'image qui sont des informations de basse fréquence. Théoriquement, que tu sois myope ou pas, tu devrais les voir. Mais je suis d'accord. Enfin, théoriquement parlant, je suis d'accord. Pourtant, vraiment, c'était très net. Hein. Je faisais un œil et l'autre, et il y avait un œil. Alors, je crois que c'est celui qui voit le mieux qui voyait l'aliasing, et celui qui voit moins bien qui ne le voyait pas. Comme si. Non, mais c'est pas complètement. Au passage, avec les moustiquaires, c'est quelque chose que tu peux voir très facilement lorsque tu as deux moustiquaires qui se chevauchent. Ah oui, bah ça, ouais. Ça, c'est assez classique. Quand tu as une seule moustiquaire, tu vois normalement, comme si c'était juste plus sombre. Et si tu as deux moustiquaires qui se chevauchent, le fait qu'il y a
ces décalages entre les deux, ça fait que ça fait, Ouais, ça fait les mêmes effets de moiré. C'est Moiré, le ouais. même principe. Donc c'est un phénomène d'aliasing, j'ai le même principe. C'est des hautes fréquences qui se retrouvent en miroir dans les basses fréquences du fait que tu as cette interférence entre deux grilles en fait. En l'occurrence, une grille d'échantillonnage source et destination lorsque tu fais du rééchantillonnage. Ouais, c'est ça, je pensais à ça, enfin, c'est toujours sur la question d'avant, mais tu sais, je t'avais déjà fait tester, j'ai ces lunettes Ah oui, avec les trous là. avec des trous, des pinholes, donc c'est des lunettes, je le dis pour les gens qui regarderaient, je sais pas si je les ai là. Normalement, souvent, C'est je les facile. laisse là-haut. C'est des lunettes avec... Bah voilà. Voilà, je les ai là. C'est mes lunettes, c'est des lunettes avec des petits trous, des tout petits trous, et donc, Est-ce qu'on les voit bien? je sais pas. Attends, je vais. Attends, il faut mettre... Il faut... Si on voit. On voit un petit peu sur ça. Ouais, là je le mets en grand. Voilà. Attends, il faudrait qu'on voit... Tu me mets les lunettes. Ah oui, Voilà. joli, ouais. Donc en fait, c'est des lentilles avec simplement des trous dedans. Ouais. Et enfin, c'est des trucs opaques avec des trous dedans. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est donc des lunettes qui corrigent la myopie pour tous les myopes. Ça ne Ouais. dépend pas de votre degré de myopie, ça fonctionne pour tous les myopes. Et d'ailleurs, l'hypermétropie et tout, tu crois que ça. Ça me paraît possible Oui. que ça corrige. Je sais pas. Ça- Peut-être ça- pas la presbytie par contre, mais. Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est pas parfaitement net. Et c'est un peu bizarre parce que ça fait un petit peu bouger tout de manière assez originale. Mais surtout, il y a un truc, c'est. Et effectivement, là, je peux pas lire, et là, avec, je peux lire. Ah ouais, ouais. Mais aussi, ça décale. C'est-à-dire, moi j'ai déjà remarqué que C'est ça. ça devient net, mais ça devient pas net exactement à l'endroit où ça devrait l'être. Ça part un peu selon les trous, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est ça. Et c'est en ça que je me suis dit, bah, finalement, la moustiquaire, elle m'a fait un peu l'effet de ce truc. Ouais. Et peut-être que ça a décalé, enfin on va pas dire filtré, mais ça a décalé les informations de telle sorte qu'il n'y avait plus l'aliasing, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça qui m'a fait dire, ah, il y a une forme de logique. C'est Je rationalise pas bien le truc. honnêtement, je sais pas, ça devient un petit peu trop pointu pour moi. C'est drôle, là, Voilà. quand tu bouges les yeux, t'as le texte qui fait comme des vagues. Hein. T'as vu ça aussi? C'est ça, Ouais. tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu bouges, chaque trou va projeter une petite image sur ta rétine, mais à chaque Ouais. fois que tu bouges, cette image bouge aussi. Ouais, et puis ça passe d'un trou à l'autre. Donc Et c'est ça, et quand ça passe d'un trou à l'autre, ça saute. C'est ça, ça saute d'un endroit à l'autre, ouais. C'est assez Ouais. trippant. Est-ce qu'on peut nous voir? Si je mets ça là, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça? Non, ça va pas, parce ça qu'il fait essaie de n'importe faire la quoi. mise au point, et il n'arrive pas à faire la mise ouais, au point, et donc ouais. ça marche pas. Ok. Bon, ah oui, là ce qu'on vient d'entendre. Alors c'est pas vraiment la même chose, mais moi il y a quelque chose qui m'ennuie et j'ai pas la solution. C'est, tu sais, j'ai samplé de la NES. On va dire, voilà, je prends un triangle. Comme ça, on va pouvoir en plus voir les petites marches dont tu parlais, du fameux triangle de la NES. Je mets ça. Vas-y, t'es... Hop. Donc, bon, ouais, oui, on voit les petites marches là. Hein. Ouais, petite marche. Le triangle, il est Oh, pas très et triangulaire on parce voit- qu'il y a un passo, mais... Ouais. Et on voit même des... Ben, on des voit phénomènes de le Gibbs. phénomène de Gibbs, c'est ça. Donc... T'entends ce qui se passe là? Ça fait... Ça... Le pitch, il bouge un tout petit peu. Oui. J'ai entendu, c'est très léger, ouais. Et ben ça, alors c'est pas vraiment de l'aliasing, mais c'est le même problème dans le fond. Ah, attends, depuis tout à l'heure je parle... on voit pas ce que je fais. Mais comme je lui dis que ça boucle du sample qui est en bas, mais qui est bien en bas, au sample qui est en haut, mais il est déjà un peu passé, Ouais. et ben le pitch il monte très légèrement quoi.
Et j'ai pas trouvé de moyen de maintenir ce pitch. C'est bizarre Comme- parce que ça devrait. Ah, Tu ok, d'accord. En fait, tu utilises ton son enregistré au début et ensuite Et tu ensuite, boucles. ça boucle, ouais. D'accord, oui. Donc, oui, en fait, une solution, ça pourrait être que Alors, je une mets juste solution. ça et je change Alors, je détune, quoi. Une solution. Moi, ce que je ferais, c'est de prendre ta forme d'onde, de mesurer très précisément combien de périodes tu as sur tes 5 secondes. Tu as enregistré combien à chaque fois? Chaque- Ouais, même pas 2 secondes. ouais, 2 je sais pas, secondes. ouais. Tu prends tes 2 secondes et tu regardes précisément combien de périodes tu as. Ouais. Donc ça te permet d'avoir très précisément l'évaluation de ta fréquence. Ouais. De la fréquence de la note. Ouais. Ensuite, tu rééchantillonnes avec le plus petite valeur possible pour que ça tombe pile sur un multiple de ta fréquence d'échantillonnage. Ah oui, C'est-à-dire- faut que je puisse demander à la NES de faire une fréquence. Non, tu le fais avec un rééchantillonnage Ah, je le rééchantillonne. dans Max. Ouais, je Tu vois. vas, Bon. pas dans Max, Dans dans ton logiciel, tu vas rééchantillonner ta fréquence enregistrée pour que la première marche et la dernière marche soient exactement la même. Et à ce moment-là, du coup, tu peux boucler. Ou alors sinon, pourquoi tu te fais chier? Pourquoi tu reboucles pas au début de ton sample? Ça va pas changer ta fréquence. Ça va simplement introduire un léger petit clic. Ouais, mais ça. Oui, mais non, mais ça s'entend. Hein. C'est-à-dire, Ah bah oui, bah, ça- y a le même problème. C'est-à-dire, je peux jamais trouver, ou alors le hasard Non, fait que. sauf que la différence, c'est que tu vas pas avoir ce problème de changement de fréquence. Tu Non. vas avoir Ouais, mais un petit clic. il s'entend quand même, quoi. Ah, C'est- et dit c'est vrai- dur de- Et attends, alors, ça me parle. Comment je fais pour zoomer des zones? tu cliques sur le bleu là et Je sais pas où est ma la souris. souris Ah, elle, voilà. elle se balade. Je clique sur le bleu et je. Et tu dragues. Enfin, non, ouais, comme ça. Ok. Donc, si là tu le fais bien, tu prends par exemple le premier qui est en haut. Alors comment je sélectionne? Je fais. Ouais, comme ça. Ça, c'est je bien. drague. Tac. Donc ensuite je clique et je dézoome. Donc c'est la première qui est en haut de la marche. Maintenant, si tu sélectionnes là et pour scroller. Scroller, appuyer et par là. Ok, d'accord, c'est logique. Donc là, si on fait la même chose là. Hop. Ah. Tu prends Prends le premier qui est en haut. le là. premier qui est en haut. Alors là, le problème, c'est Bah, que c'est voilà, ça, mais c'est pas grave, On va prendre, celui-là. Et donc maintenant, si tu joues ça, tu devrais simplement entendre un léger clic, mais du coup, tu devrais pas avoir de problème de changement de fréquence. Non, pas de pitch, mais ce léger clic, il est quand même gênant. Il est quand même gênant, je comprends. Ouais. Alors, Il y a- si tu veux complètement le faire disparaître à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu t'arranges pour que la forme d'onde, c'est-à-dire la phase de ta marche d'escalier, soit exactement la même au début et à la fin de ton son. Ouais. Et pour ça, il faut que tu rééchantillonnes. Faut que je Mais- rééchantillonne sur un diviseur Sur un entier divi- de 44. C'est ça, il faudrait que tu calcules précisément la période et que ensuite tu réalignes ça et ça correspondra probablement à un rééchantillonnage de l'ordre de 0,01%. Quelque chose de quasiment rien. Ça va probablement pas introduire un changement de pitch notable. Ouais. Mais ça te permettra d'avoir exactement les mêmes. ouais, Et donc c'est du ça coup, qu'il quand faudrait tu vas qu'on fasse. boucler, ça va boucler exactement de la bonne manière. Parce que je pense pas que tu puisses demander à la NES de te générer... Alors si, Oh, si, ça y a moyen, mais c'est plus prise de tête à mon avis que de faire ce petit calcul. Donc, alors, ou sinon, une autre méthode, ça serait... Est-ce que tu as la possibilité de réenregistrer ta NES ou c'est Oui, pas... bien sûr. Bon. Alors si tu as la possibilité de réenregistrer ta NES, une autre possibilité, ça serait de dire, tu enregistres non pas 2 secondes, mais plus, et ensuite tu programmes un petit logiciel pour chercher le moment où ça C'est quoi marche. le meilleur moment C'est-à-dire, pour, voilà, tu peux détecter avec un logiciel chaque marche, Ouais. et tu peux dire, bon ben, j'ai besoin d'avoir 2 marches qui sont exactement les mêmes, et donc tu dis, j'ai besoin d'avoir 2 marches qui vont avoir, par exemple, ça qui va être égal à 0 et ça qui va être égal à 1. Et ensuite, tu cherches tout ce que tu as enregistré jusqu'à ce que tu retrouves une marche qui soit exactement la même. Et c'est là que tu boucles. Et là, du coup, tu Oui, ou même, enfin, alors, ouais, ça j'ai compris.
Mais ça marche pour un carré, ça marcherait pas pour une forme complexe. Non. Mais par contre, une autre façon de faire, ce serait de dire je cherche jusqu'à ce que la durée totale soit un multiple de ce qui correspond à 4400, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, C'est ça. pour que ça soit entier, quoi. Ben, le problème, c'est qu'il faudrait que tu connaisses précisément Ouais, la la fréquence fréquence de ta NES, qui probablement est pas parfaitement... Bah, qui est à 50 Hz, comme toutes nos. ça introduit une difficulté supplémentaire. En l'occurrence, elle Parce va que- pas être à 50 Hz parce qu'elle va être à... Parce que le cristal qui génère les ondes sonores, il est probablement plutôt aux alentours de 1 MHz et quelques. Ouais, mais je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce cristal va pas avoir une fréquence exactement parfaite. Je veux dire, deux cartes son qui échantillonnent à 48 kHz vont pas rester synchrones. Parce Ouais. qu'elles n'ont pas le même cristal et parce que du coup, elles vont drifter. Donc, tu peux pas vraiment travailler là-dessus en disant je vais faire les calculs sur le papier pour obtenir la bonne fréquence parce que ça marchera pas. Mais de manière empirique, soit tu peux enregistrer suffisamment de sons pour pouvoir rechercher les endroits où c'est exactement identique pour boucler à cet endroit-là, ou simplement corriger les enregistrements que tu as déjà en changeant leur fréquence très légèrement pour que tes deux marches au moment où tu boucles soient exactement les mêmes, et à ce moment-là, tu n'auras plus de discontinuité, tu n'entendras plus. Moi, je pense que dans les. Alors, en fait, un truc qui serait vachement cool, ce serait que Live est autorisé à me placer. Voilà. Oui, Mais ça, c'est pas le cas. non. Mais là, étant donné que le carré, bon, j'ai enregistré 2 secondes pour le fun, mais en vrai, il est censé être. Ne pas bouger. Je pense que dans ce cas-là, le truc le plus simple, ce serait de juste prendre une seule forme. Comme ça. Alors, ok, ça va peut-être faire une pulse très légèrement plus petite ou plus grande parce que, voilà, de un sample, mais ensuite de détuner le résultat du carré plutôt que d'essayer de chercher à bien. Tu vois ce que je veux dire? La question, du coup, ça va être est-ce que Max, pas Max, mais Live. Est-ce que Live est suffisamment malin pour. Parce que quand tu vas faire des notes avec ça, quand tu vas jouer des notes sur le piano roll, ce que Live va faire, c'est rééchantillonner ta fréquence, ta forme d'onde. Ouais. Est-ce qu'il est suffisamment malin pour, lorsqu'il rééchantillonne une toute petite forme d'onde qui boucle comme ça, pour que la composante fractionnaire à la fin de la boucle, il la répercute au début de la boucle, ou est-ce qu'il va introduire une discontinuité à chaque fois? Ouais, ben. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux mettre un crossfade comme ça. Donc, de toute façon, à la fin de la boucle, je peux progressivement switcher vers le début de la boucle, mais enfin, vers la fin de la Mais boucle. je suis d'avant. pas Mais c'est sûr que ça corrige ton problème. Ça, Ah ouais. c'est marrant parce que c'est un... Non, mais même. Enfin, pardon, hein, mais. La partie fractionnaire, tu veux dire le tout petit bout de ça, là? Bah, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été échantillonné à certaines fréquences. Et donc, si tu joues tous ces samples à la fréquence de ta carte son, tu vas obtenir une note. Si tu veux avoir une note 2 fois plus grave, par exemple, bah, tu vas être obligé de mettre un sample là et puis de créer un sample entre les deux à chaque fois pour avoir 2 fois plus de samples. Ça, c'est facile parce qu'une fois que tu arrives au bout, que tu recommences au début, c'est bon. Maintenant, si tu veux avoir une quinte, comme on le sait, c'est pas précisément 1,5 fois la fréquence. C'est 1,49 quelque chose la fréquence parce que c'est pas une... Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas rééchantillonner cette forme d'onde à un intervalle irrégulier. Ouais. Et quand tu arrives au bout, le sample suivant, il est censé être, pas au début, il est censé être à cet endroit-là à peu près. Est-ce que quand il va revenir au début, il va repartir sur le premier sample, ou est-ce qu'il va garder le décalage? Est-ce qu'il va garder l'erreur, la partie fractionnaire du rééchantillonnage? Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai corrigé dans SNES 9X. Ah ouais? Dans SNES 9X, il y avait ce problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça bouclait, ça oubliait le décalage fractionnaire. Et du coup, ça introduisait une déformation du son. Et bah, du coup, Mais moi, alors, je comprends ce que. Enfin, je suis pas sûr de comprendre en vrai. Parce que.
si Live doit jouer cette forme d'onde plus rapide, Mhm. s'il doit la jouer 2 fois plus rapide, Mhm. à l'octave du dessus, Mhm. évidemment, oui, il va prendre un sample sur 2, quoi. Ouais. Si il doit la jouer... Tiens, enfin, Ouais. non, vas-y. Ouais. Enfin, si je peux rebondir là-dessus. Si il prend un sample sur 2, mais que ta boucle fait un nombre impair de samples, la question, c'est comment est-ce qu'il se comporte quand il revient au début? Est-ce qu'il repart sur le premier Non, ou je est-ce qu'il pense part sur le deuxième? Je pense qu'il part sur le deuxième. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire etc. qu'il garde la partie fractionnaire, ça veut Ouais. dire qu'il répercute la partie fractionnaire à chaque fois qu'il reboucle. Ce Je qui est en pense, théorie la bonne manière de faire les choses. ouais. Et ça veut dire que, en principe, il ne devrait pas introduire... Ça, c'est quelque chose qui ne se produira, qui introduira un défaut que lorsque tu as une boucle... Enfin non, j'allais dire qui est toute petite. Non, pas vraiment. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait introduire un défaut, un petit clic dans le son à chaque fois que ta boucle reprend en fonction de la note. Et c'est quelque chose qui se produirait différemment en fonction des notes. Mais en vrai, alors je pense que c'est même plus compliqué que ça parce que je suis en train de réfléchir. Donc une façon de tester ça, ce serait de mettre un pulse de un sample, de lui demander de le mettre à l'octave du dessus et de voir si il le skip ou pas, quoi, quelque chose comme ça. Ou simplement de mettre une autre note que l'octave et de voir si le son du pulse est différent. Tu peux essayer ça avec une toute petite à mon boucle, avis, tu vois, tu sais, il y a une méthode d'interpolation là. Je pense que si je mets no interpolation, je suppose que ce qui va se passer, c'est que je reprends mon exemple de pulse qui durerait qu'un seul sample. Si je lui demande de le mettre à l'octave du dessus, je pense qu'il va skipper une fois sur 2 la pulse. Par contre, si je mets interpolation et tout, je sais pas ce qu'ils entendent par normal, good et best, mais là, je pense qu'il va... en fait, c'est pas de l'interpolation, quoi, c'est du filtrage, et je pense qu'il va prendre en compte... Enfin, il va faire du pré-filtering, et la pulse aura un... D'accord. Je suppose. Encore une fois, il y a une très bonne manière de tester, c'est effectivement de faire une boucle qui comporte 2 samples. Un sample, 2 samples, n'importe lesquels. Ouais. Et puis de le faire une boucle, et ça te fera une onde carrée. Si c'est correct, ton onde carrée, elle sonnera bien à toutes les notes. Si c'est incorrect, tu auras des défauts d'aliasing sur certaines notes. Tu veux dire qu'il comporte 2 samples en longueur? Ouais. Alors par contre, on peut pas avoir de toutes petites boucles. Il y a un minimum, donc... Mais sinon ça aurait été pas mal, ouais. D'accord. Je sais pas de combien est le minimum, mais je sais que si je demande ouais, tu vois, c'est beaucoup de samples. Ah, ça fait pas. Ouais. Bon. Ça cache quelque chose de louche. Ça cache quelque chose, ouais, je suis d'accord, ouais. Bon, ça c'est cool. On peut peut-être se finir sur ton explication de Polynomial Segment Streams. Ah ouais, ok. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui, quoi. Polynomial Segment Streams, l'idée c'était que lorsque tu veux générer des ondes synthétiques, donc des ondes carrées, des ondes triangulaires, des ondes en dents de scie, etc. En général, ce que tu fais, c'est ce qu'on a vu avec les bleds, c'est-à-dire que tu vas générer une onde. Par exemple, sur un NAS, tu as 3 voix. Donc, tu vas générer ta première voix qui va être une onde carrée avec des bleps. Puis tu vas générer ensuite séparément une deuxième onde qui va être ton onde triangulaire avec d'autres bleps. Et puis ensuite, tu vas mixer les deux. Et moi, je m'étais aperçu d'un truc, que quand tu travailles avec des ondes synthétiques comme ça, si tu additionnes des ondes carrées, tu vas plus obtenir des... Si tu additionnes 2 ondes carrées de fréquences différentes, la résultante, ça va pas être une onde carrée. Ouais. Ça va être une onde avec des marches, mais les marches, elles vont changer de position les unes par rapport aux autres, etc. Ça va être une onde qui va être plus complexe. Et si tu appliques d'autres fonctions, par exemple si tu multiplies des ondes carrées entre elles, ou si tu multiplies des ondes triangulaires avec des ondes carrées, etc., tu obtiens des ondes qui sont plus complexes. Mais un truc qui est intéressant, c'est qu'en réalité, grosso modo, toutes les opérations que tu peux appliquer sur des ondes synthétiques, ce que j'appelle les ondes synthétiques de manière générale, c'est-à-dire carré, triangulaire, etc., il y a quand même une constante qui va être que tu vas toujours obtenir une onde qui va avoir pour forme un morceau d'onde continue et ensuite
un autre morceau d'onde continue, et chaque morceau vont avoir des tailles différentes potentiellement, mais tu vas toujours avoir des morceaux d'onde continue. Continue. Et alors, Ouais. continue dans le sens où c'est des morceaux de polynômes, Ouais. de fonctions polynomiales. C'est Et- par opposition à justement ce décrochement qui serait de temps infini, c'est ça? Oui, c'est ça. De temps infiniment petit. Infiniment petit. Mm. Et l'idée, pour pas aller dans les détails, c'est que toutes les opérations que tu peux appliquer sur ces ondes synthétiques, donc mixage de plusieurs channels, mais aussi pas rééchantillonnage, changement de fréquence, donc changement temporel, donc ça correspond à une composition de fonctions. Le ring modulation, c'est la multiplication d'ondes entre elles. Et la dérivation, l'intégration, toutes les opérations que tu peux appliquer sur ces ondes, les opérations mathématiques, pas vraiment les opérations de filtrage, ça c'est un peu autre chose, ça va toujours te donner un résultat qui correspondra à une suite de segments de petits morceaux de fonctions polynomiales. Donc je m'étais dit, en fait, peut-être que le plus simple pour faire ça, ce serait, parce que mon objectif à la fin, c'était toujours d'obtenir un son qui soit anti-aliasé. Je m'étais dit que plutôt que d'appliquer des bleps au niveau des channels, au niveau des fonctions initiales, et ensuite de travailler sur des ondes échantillonnées, de repousser le phénomène d'échantillonnage complètement à la fin de la chaîne. C'est-à-dire de dire, par exemple, si j'ai une onde carrée et une onde triangulaire, si je veux les additionner, je les additionne avant l'échantillonnage. Il faut définir ton onde carrée. Ça reste au niveau symbolique. Ça reste symbolique. Plus longtemps. Ça reste non échantillonné. Ça reste, on va dire, à précision infinie ou de manière théorique continue, plus longtemps. Et ça, c'est possible parce que lorsque tu combines toutes ces fonctions, encore une fois, tu obtiens toujours le même objet qui est ce que moi j'ai défini par ce que j'ai appelé un polynomial segment stream, c'est-à-dire une suite de morceaux de fonctions polynomiales. Et pourquoi polynomial? Parce que, en fait, une onde carrée, c'est une suite de morceaux de fonctions d'ordre 0. Est-ce que c'est possible? Une fonction d'ordre 0, c'est une constante. Une onde en dents de scie, c'est une suite de morceaux de droite. Donc ça, c'est une fonction d'ordre 1. De toute façon, tu n'auras jamais de fonction plus d'ordre 1 si tu n'utilises que des triangles et des cycles. Si tu les additionnes, non. Mais si tu les multiplies, par exemple. Si tu les multiplies. Si tu les multiplies, tu obtiens, tu multiplies deux. Oui, tu obtiens un truc. Tu obtiens un truc. Ça, c'est une fonction d'ordre 2, etc. Et il y a d'autres opérations que tu peux appliquer qui augmentent le niveau, qui augmentent l'ordre. Mais ça, ensuite, ça se modélise assez simplement. Il suffit de dire que un morceau de fonction polynomiale a un ordre. C'est-à-dire que s'il est d'ordre 6, c'est A plus BX plus CX carré plus DX3, X4, X5, X6, et puis après c'est 0, et puis voilà, c'est la même chose. Et à chaque fois, du coup, lorsque tu vas par exemple additionner une onde carrée d'une certaine fréquence avec une onde carrée d'une autre fréquence, ce que ta résultante va être une fonction dont le pas va varier. Tu vas avoir un premier pas qui va faire une certaine taille, ton deuxième pas il va faire une autre taille, parce que du coup tu vas tomber sur le début du pas de la deuxième onde, etc. Donc ça varie. C'est un échantillonnage qui n'est pas... C'est un échantillonnage irrégulier, grosso modo. Et donc, moi j'ai simplement représenté ça sous la forme d'une structure qui était une suite de petites fonctions polynomiales. Et mon objectif c'était, alors ça fonctionne pas comme je voudrais, parce que j'ai arrêté de travailler dessus, mais l'objectif au final, c'était de dire, une fois que tu as ce PSS, ce Polynomial Segment Stream, tu l'échantillonnes. Une fois que tu as fini de le construire, en additionnant toutes tes fonctions et en appliquant toutes tes opérations, tu l'échantillonnes, et pour l'échantillonner, tu appliques ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les bleps d'ordre suffisant pour que chaque discontinuité, d'ordre 1, 2, 3, 4, etc. Ah oui, tu as des bleps pour chaque... C'est ça. Pour chaque type de discontinuité, pour chaque ordre de discontinuité. Tiens, une discontinuité, c'est quand tu as une marche, c'est une discontinuité d'ordre 1. Et puis ensuite, quand tu as un angle dans ta fonction,
De toute manière, les discontinuités ne se produisent Oui, que ça, entre, c'est la dérivée, entre deux. Mais en fait, donc, quand tu as une discontinuité d'ordre 1, c'est-à-dire tu la vois, c'est Oui. un mur, Oui. ça fait un blep. Le blep, finalement, il n'y en a qu'un seul, et c'est Oui. juste le volume qui C'est fait, ça. qui C'est correspond ça. exactement, donc c'est facile. Oui. Celle d'ordre 2, mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Oui, c'est lorsque tu as un angle dans la fonction. Mais est-ce que, je sais pas, parce que est-ce qu'on peut dire, comme avec celle de l'ordre 1, que c'est juste une question de volume Oui, après? exactement. L'angle n'a Absolument. pas de... Grosso modo, là où le blep d'ordre 1, c'était l'échantillonnage d'une marche standard, Ouais. donc tu passes de 0 à 1, Mm. c'est tout ce qu'il y a. Et ensuite, lorsque tu veux l'utiliser, il faut que tu la mettes à l'échelle pour que ça corresponde à la taille de ta marche réelle. La discontinuité d'ordre 1, c'est la même chose. C'est une fonction qui vaut 0 jusqu'à 0, et puis ensuite qui fait une pente de 1. Et en fonction de la discontinuité que tu dois reconstruire, tu la multiplies par un facteur, et c'est exactement la même chose. Et ça ressemble à quoi le blep l'équivalent ça correspond à un truc qui fait des petites vagues plus petites pour le coup que le blep d'ordre 0, qui fait des petites vagues jusqu'au milieu, et puis ensuite qui fait des petites vagues après. Ça ressemble. C'est pareil. Grosso modo, c'est facile. C'est exactement l'intégrale du blep d'ordre 0. Tu fais l'intégrale du blep d'ordre 0, ça te fait le blep d'ordre 1. D'accord. La dérivée correspond à l'intégrale du... Quand tu fais l'intégrale, tu obtiens le blep d'ordre supérieur. Quand tu fais la dérivée, tu obtiens... alors attends, non, je te dis une connerie. C'est ça. C'est la dérivée. Oui, non, c'est ça. Regarde, si tu as une onde qui fait 0 jusqu'à 0 et qui ensuite fait une pente de 1, si tu fais la dérivée de ça, la dérivée c'est 0 jusque là, et puis à partir de là c'est 1. Donc quand tu fais la dérivée de cette fonction, ce qu'on appelle la Rectified Linear Unit, ou ReLU, la ReLU, très importante cette fonction pour tout ce qui est machine learning. Et si tu fais la dérivée de cette fonction, tu obtiens une marche. Et donc du coup, si tu fais la dérivée de la version filtrée, tu voulais dire si tu... tu obtiens aussi la dérivée de la marche. Grosso modo, le blep, c'est le précalcul de ta fonction théorique parfaite après filtrage. Et donc du coup, si tu fais la dérivée de la fonction de base, tu obtiens la bonne fonction. Si tu fais la dérivée de la fonction filtrée, tu obtiens la bonne fonction. Et donc inversement, le troisième ordre ça ressemble sûrement à une forme de hyperbole. C'est ça. Ça va être la fonction qui vaut 0 jusqu'à 0 et qui à partir de 0 fait la parabole x carré. D'accord, oui. Et donc du coup, t'as pas de marche, tu n'as pas non plus de discontinuité, tu n'as pas d'angle, mais il y a une discontinuité dans la deuxième dérivée. Donc c'est une discontinuité d'ordre 3. Je crois. Sauf si c'est décalé de 1. Oui, puis les combinaisons de tout ça sont possibles. C'est ça. Et donc l'idée du PSS, c'était ça. Ensuite... PSS, moi, ça me donne toujours l'impression que c'est ces petits synthés. J'avais PCC, PSS. J'avais le PSS 770. Je crois. Ah ouais, c'était un FM des... C'était pas un FM, c'était Wavetable avec un petit joystick pour pouvoir additionner 4 ondes. Ah oui, ils étaient rares ceux-là, avec un joystick, je vois ces trucs. Oui, il était minable le joystick, c'était un truc à 2 balles, mais enfin bon, c'était du bon synthé Yamaha, cheapo de l'époque, avec petit clavier de merde. Mais bon, quand on a un petit doigt, ça marche bien. Tu sais, donc là, ça m'a fait penser parce que tu parles d'échantillonnage irrégulier, ce qui est plutôt rare. C'est rare. Tu sais, je t'ai montré, moi j'ai fait un logiciel d'échantillonnage irrégulier. Absolument. Alors moi, j'ai quelques modes pour lier d'interpolation, on va dire, dont des modes un peu ridicules. Mais est-ce que je pourrais pas dire, je mets un nouveau mode, c'est un mode polynomial, où je fais une régression de polynômes pour chaque... Je sais, c'est samplé, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'essaye de trouver le polynôme pour chacun des petits bouts qui va bien relier les deux. Tu obtiendras probablement un effet qui correspondra à un filtre passe-bas au final. Puisque
Enfin, Je sais pas, parce que... je pense parce qu'en fait, ce que tu augmentes, grosso modo, lorsque tu introduis des discontinuités, tu introduis des hautes fréquences. C'est grosso modo, c'est toujours l'idée générale. Et par exemple, si tu veux modéliser une sinus, un sinus, c'est une fonction qui a aucune haute fréquence, qui a une seule fréquence. Ouais. Donc par définition, qui n'a pas de haute fréquence, qui n'a pas une infinité d'harmoniques comme par exemple une onde carrée. Si tu veux modéliser un sinus de manière très simple avec uniquement des fonctions d'ordre 0, eh ben, tu vas faire un carré. La meilleure approximation d'un sinus avec uniquement des morceaux de fonctions continues, ben, ça va être au bas, au bas. Et donc du coup, ça va t'introduire beaucoup d'harmoniques. Si tu veux faire une meilleure approximation avec des fonctions d'ordre 1, la meilleure approximation, c'est un triangle. Si tu veux pousser le bouchon et que tu veux dire je veux utiliser des morceaux de parabole, donc fonction d'ordre 2, tu vas faire un petit morceau de parabole vers le haut, puis un petit morceau de parabole vers le bas, et puis ça tu peux continuer à le pousser avec des morceaux de fonction de degré 3, de degré 4, de degré 5, et ce que tu vas faire c'est que progressivement tu vas atténuer toutes tes harmoniques jusqu'à obtenir une fondamentale, et puis ensuite une deuxième harmonique qui va être inaudible, grosso modo, et là tu vas obtenir quelque chose qui est à l'oreille indistinguable du sinusoïde. Et donc, le fait de vouloir intégrer... Enfin, sauf si après tu introduis, si après tu introduis, parce que j'ai vu ce que tu avais fait, et le but c'est de dégrader quand même. le but c'est de dégrader le son, mais il suffit que tu intègres des petites bizarreries dans la manière dont tu vas calculer, mais ce que tu vas obtenir en intégrant des fonctions de plus haut ordre, c'est simplement moins de haute fréquence. Bah, c'est vrai que j'ai remarqué que déjà à partir de l'interpolation linéaire c'est quand même super simple. Mais à partir de là, vouloir faire quoi que ce soit de plus que l'interpolation linéaire, c'est déjà... on voit déjà, tu vois, j'ai fait avec des courbes en S, des trucs comme ça, on n'entend presque plus la différence, quoi. Ce qui fait le plus de différence, c'est quelle est la largeur du pas. On entend beaucoup de différence entre le carré et le linéaire, mais au-delà de ça, ça reste des détails. C'est ça. Ça fait un passe-bas, quoi, comme tu dis. Ben, ça va supprimer des harmoniques qui sont introduites par les discontinuités que tu as sur tes fonctions d'interpolation. Ouais. Et encore une fois, ça se comprend, mais ça on en parlera peut-être du coup la prochaine fois. L'interpolation linéaire, le fait de ne pas interpoler ou d'interpoler linéairement ou avec des fonctions quadratiques ou cubiques, ça se comprend en termes de filtrage. Parce qu'en fait, encore une fois, il vaut mieux avoir des petits dessins pour comprendre ça, mais lorsque tu interpoles avec des droites, ça correspond exactement à faire une convolution avec un triangle. Quand tu interpoles avec des droites, c'est... Oui, ça on a déjà dit. Ouais. Et ça se généralise à d'autres types d'interpolation de plus haut niveau, de plus haut ordre. Si tu as une interpolation cubique, ça va correspondre également à une convolution avec une autre fonction qui va être une fonction qui va ressembler à un petit chapeau. Et c'est pareil. Même principe. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça te permet de comprendre pourquoi lorsque tu interpoles linéairement, ça atténue des défauts, des phénomènes d'aliasing, mais ça ne les fait pas complètement disparaître. Parce que ça va, si tu calcules le filtre passe-bas qui correspond à une interpolation linéaire, tu t'aperçois que c'est un filtre passe-bas, donc du coup qui va atténuer les hautes fréquences, mais qui n'est pas steep, qui n'est pas un mur. Et donc du coup, ça va non seulement pas atténuer toutes les mauvaises hautes fréquences que tu vas faire disparaître, mais en plus ça va atténuer des fréquences que tu ne veux pas atténuer. Et donc du coup, tout ça, tu peux le comprendre simplement en termes de filtrage. Après, une fois que tu as, comme d'habitude, quand tu as fait un filtre, tu regardes la réponse fréquentielle de ton filtre dans l'espace de Fourier, et tu t'aperçois que ton filtre, oui, il fait à peu près ce qu'il est censé faire, mais tu comprends qu'il ne fait pas exactement ce qu'il est censé faire, et c'est pour ça que tu as encore des défauts. C'est pour ça qu'il y a ce... tout à l'heure là, que je sens que j'aimais bien trop, c'est pour ça que tu as le faudrait que je l'utilise dans de la musique, je sais pas quoi. C'est aussi la raison pour laquelle, sachant, en partant du fait que l'oreille humaine n'entend pas de fréquence au-dessus de 20 kHz, on n'échantillonne pas à 40, on échantillonne à 44 ou 48. Parce que justement, ça te permet d'avoir un petit peu de marge pour que les défauts intrinsèques à un filtre, parce que faire un filtre parfait, malheureusement, c'est pas possible, les défauts du filtre, du coup, tu les positionnes à un endroit aussi inaudible. Ouais. Donc ils sont encore là, les défauts, mais tu les entends pas, puisqu'on a décidé au début qu'on n'entendait rien au-dessus de 20. Donc,
Alors je sais qu'il y en a qui vont s'énerver et qui vont dire oui, non mais théoriquement on pourrait. On a décidé que c'était comme ça. C'est de quoi Le fait que les êtres humains n'entendaient pas au-dessus de 20 kHz. Ouais. Dans l'absolu, c'est pas totalement vrai. C'est possible qu'il y ait des êtres humains qui entendent au-dessus de 20 Ah oui, tu veux kHz. dire que ça Mais doit c'est être juste, variable, c'est oui. juste que voilà, on a décidé un jour que c'était C'était ça, le- c'était suffisant. C'est ça la norme. Moi personnellement, j'entends plus rien au-dessus de 13. Ouais. Ça va, hein, je suis content. Tu peux encore. Je peux encore écouter de la musique. Hein. Ouais, c'est cool. On a. Bah, en fait, moi je m'étais dit on le fait en plusieurs bouts et tout, mais là. Je crois qu'on a fait un gros bout là. Ouais, mais alors je le dis quand même pour les gens qui éventuellement regarderaient ça, je vous fais coucou, mais sachez qu'on a fait que même pas un tiers de ce qu'on avait. Non, c'est vrai. de Il y ce a- qu'on il y a- avait il y a prévu encore de parler. Pas mal de trucs. Ouais. Mais à mon avis, j'ai envie de. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait plus de support visuel. Ouais, parce mais- que là, on parle ouais, beaucoup. ouais, Mais on parle. Non, mais pour les prochains, mais je veux dire, celui-là, j'ai envie de le monter. Enfin, j'enlève un peu les bouts où on dit n'importe quoi, Ouais. ou je sais pas quoi, et je te le montre, et puis on le met comme ça, quoi. Ça fait le deuxième épisode, Ça puis marche. il y aura. mais on disait que le premier était trop long, le deuxième est 2 fois plus long. Donc, Ouais, non, c'est bien, ouais. ça fait 1h40. 1h40. Désolé les gens. Non, mais tu sais, il y a un côté anti-zapping, quoi. Genre, on prend le temps de parler, quoi. C'est un podcast vidéo. C'est un podcast vidéo, ouais, c'est ça. T'écoutes des podcasts, toi Ça m'est arrivé. t'arrive. Plus maintenant, mais à une époque, ouais, un petit Ouais. peu. Et c'est agréable. C'est juste que tu laisses bercer par le son de la voix. T'écoutes les- Mais pour un bon podcast, il faut avoir des bons micros. Il faudrait qu'on ait. La prochaine fois, sans déconner, j'apporte mon micro. Hein. Et puis on enregistre le Ouais, micro c'est directement vrai à que la ça bouche. Parce que c'est c'est quand même, d'avoir le hein. micro-cravate, j'en ai, en plus on aurait pu en prendre, mais... Parce que Ouais. là, à écouter, ça va probablement pas être super agréable à cause de la réverbération. Donc, C'est vrai, en général je la coupe un peu, enfin c'est surtout qu'ici là il y a un truc qui est vers 200 Hz ou je sais pas quoi qui résonne et ça s'entend très fort, donc souvent je le baisse un peu puis D'accord. c'est mieux. Bon, mais c'est bon. déjà pas mal. Mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un micro près de la bouche. de toute Ah manière, oui, donc, c'est sûr, ouais. À bientôt pour plus De nouvelles d'aventures avec du pixel art, des peignes de Dirac et je sais pas trop quoi d'autre qu'on a listé. D'accord. Au revoir, ciao. Ciao.